J'ai trop besoin de me dire qu'effectivement les gens voient en moi une sorte d'interlocutrice qui leur ressemble. C'est pas le choix de tous les présentateurs et de toutes les présentatrices. Je crois que c'est le choix des gens qui m'ont choisi en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de philosophie réel avec l'arrivée de Gilles Boulot avant moi, qui était reporter de terrain, avec mon arrivée à moi. On a des profils très différents par rapport aux présentateurs qui existaient avant. On n'a pas été choisis par hasard. C'est bon? Bah moi je te vois très bien. Bah ouais, bah moi aussi. Il faut Très jolie chemise. Mais Je pense qu'on est tous galvanisés quand on est journaliste par le fait qu'on retrouve finalement tout le sens de notre métier. Parce que les gens ont besoin de comprendre et on n'a plus que jamais la mission d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur pour eux. Et quand on fait de la télévision et qu'on fait de l'actualité à la télévision, c'est le b.a.-ba de notre travail en fait. D'aller voir là où les téléspectateurs ne peuvent pas aller ce qui se passe. quelle place il y a dans le contexte que vous décrivez, qui est extrêmement particulier, pour la concurrence entre TF1 et France 2? On a toujours l'impression que la concurrence c'est un problème, mais en fait la concurrence ça donne juste du prix à ce qu'on fait. Il est important de voir si on est sur nos niveaux d'habitude, mais il y a tellement de monde devant la télé que finalement on en a tous profiter. Après la concurrence, oui, on la regarde. Moi, je la regarde même pendant mon journal. Et je pense que Laurent Delahousse fait pareil. Dans ma table, en studio, j'ai les deux chaînes. J'ai évidemment les reportages qui passent sur TF1 pour pouvoir les voir. Et puis, j'ai la concurrence pour voir un petit peu comment ils ont organisé leur journal. Il y a des jours, je vous assure, c'est même troublant. À la seconde près, il y a les mêmes reportages qui passent. Et puis, il y a d'autres jours où on a des choix très, très différents. Et ça veut dire qu'avec ces écrans de contrôle qui vous permettent de suivre ce que fait en particulier Laurent Delahousse, bien sûr, vous pouvez réaliser des ajustements en cours de journal, vous dire tiens, ils ont pris telle option, on va plutôt se positionner comme ça, ou changer le conducteur? Ça peut arriver sur une image à l'international qu'on n'aurait pas vu ou qu'on nous aurait pas signalé, qu'on se dise tiens, ils viennent de passer une image intéressante, pourquoi on l'a pas, etc. Et éventuellement la sortir et la diffuser en direct. C'est quand même assez compliqué parce que le journal il avance très vite. C'est un secret pour personne que nous on fait beaucoup de reportages, beaucoup plus qu'eux, alors que Laurent Delahousse il a toujours été marqué par ses invités, par le fait qu'il a beaucoup d'intervenants en plateau. C'est sa marque de fabrique depuis toujours. D'ailleurs c'est assez facile le week-end de nous différencier. Sans doute plus facile que la semaine. En 2014, vous étiez encore grand reporter sur le terrain et vous aviez déclaré à Paris Match: l'information ouvre sur le monde, je suis une militante. La question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi votre âme militante s'exerce encore aujourd'hui au poste qui est le vôtre, à savoir présentatrice du JT de TF1? Alors, quand je dis je suis une militante, c'est précisément parce que je me suis jamais sentie militante de toute ma vie, en tout cas militante politique. J'aurais jamais pu travailler pour un journal de presse écrite, par exemple, qui était marqué à droite ou marqué à gauche. Par contre, il y a un truc pour lequel je milite, effectivement, c'est par exemple le droit de vote ou l'obligation d'aller voter, le devoir de vote. À chaque fois qu'il y a des élections, je milite pour que les gens aillent voter. Je milite aussi pour qu'on garde une information de qualité. Moi, ça me fait très peur que nos modèles économiques commencent à disparaître. Si les gens ne vont plus acheter les journaux, si les gens ne regardent plus nos journaux, eh ben forcément nos rédactions, elles auront moins d'argent pour mettre des gens sur le terrain, pour aller vraiment chercher une vérité au plus près des gens qui la vivent. À ce titre-là, je suis devenue militante. Les citoyens, ils seront responsables de l'information qu'ils auront. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de secouer un petit peu les gens parfois, de leur dire, mais si encore une fois, vous ne faites pas la démarche de nous regarder ou d'acheter les journaux ou d'allumer la radio le matin, on finira par disparaître. J'ai envie d'aller dans les écoles pour leur dire, battez-vous pour ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une facilité qui fait qu'on pourrait tenter de finalement s'informer à minima avec le téléphone. Et choisissez bien vos médias. Je milite pour un journalisme comme ce que je fais dans le journal, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde. Et quand on s'adresse à tout le monde, il y a quand même moyen pour qu'à un moment donné, on suscite une curiosité chez vous, parce qu'on va vous mettre en face d'une réalité qui n'est pas la vôtre. On va vous faire entendre des gens que vous ne croiseriez jamais. Et ça aussi, ça fait partie de mon militantisme. Sortez de votre bulle. Je vais vous parler d'une séquence qui a été diffusée récemment, celle où on a vu votre grand-mère. On a vu cette... Ah oui. Voilà, qui vous a ému. On vous a appris sans doute que l'émotion, les sentiments avaient pas forcément leur place dans la pratique du journaliste. Est-ce que ces barrières sont tombées avec la crise que nous vivons, et quelle est finalement la part d'affect dans votre manière d'exercer votre métier? Tout le monde a
un regard un petit peu méfiant par rapport à l'émotion. Et évidemment, notre réflexe principal, c'est de revenir à la rationalité. L'émotion, ça permet aussi de ressentir la densité d'une situation, qui serait sans doute très froide si elle se résumait à des informations très factuelles. La petite scénette avec ma grand-mère, alors pour être tout à fait honnête, mon équipe me l'a fait voir 1 heure avant le journal. Et je les en remercie parce que justement, ça m'a permis de contrôler mon émotion. C'est vrai que quand on est en direct, on est dans une situation très particulière, on n'est pas totalement nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on est dans une sorte de tension qui fait que les émotions, justement, peuvent monter très très vite. Et je pense que j'aurais sans doute un peu mal vécu le fait de me prendre ça dans la figure, sans avoir le temps de réfléchir à la façon dont j'allais réagir. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'après cette séquence-là, il y a plein de gens qui m'ont envoyé un petit message en me disant « Oh, c'était trop mignon, ça m'a fait penser à ma propre grand-mère ». En fait, mon émotion ne sert que si elle est une sorte de miroir à celle des téléspectateurs. Il faut être une éponge, en fait, quand vous êtes présentatrice. C'est de l'émotion qui donne aussi du relief à l'information. C'est juste une question d'équilibre, en fait. Il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est le côté anti-star, c'est j'assume et je revendique une forme de simplicité. Vous disiez même, je continue à prendre le métro, des choses très anecdotiques mais révélatrices et qu'on n'a pas coutume de voir si fréquemment que ça chez des gens qui occupent vos responsabilités. Comment on peut présenter le JT le plus regardé de France par des millions de personnes chaque soir et en même temps rester simple ? Moi, je parle à des gens qui ont des vies très différentes les unes des autres et qui en même temps se considèrent comme normaux, sans doute. Et je vois pas pourquoi moi, qui leur parle, je ne serais pas en phase avec cette vie normale. Alors, j'ai sans doute pas une vie totalement normale dans le sens où les gens me reconnaissent dans la rue. J'ai eu la chance de faire un métier qui me plaît beaucoup, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, où j'ai aussi une vie un petit peu en décalage. Donc, à ce titre-là, je n'ai sans doute pas une vie totalement normale, mais j'ai un regard sur la vie qui est resté le même que depuis que je suis adulte. Et si j'ai d'abord eu envie de travailler pour un journal télévisé de grande écoute, d'actualité comme celui de TF1, c'est parce que la vie normale m'intéresse. Enfin, moi, je pense que je le vivrais très mal, en fait, de me dire Anne-Claire, t'as changé, tu t'es coupée de beaucoup de choses. J'ai pas été élevée comme ça, en fait. J'ai cette obsession de toujours savoir la chance que j'ai. Même si ma vie, elle est beaucoup plus confortable aujourd'hui qu'il y a 20 ans, je crois que je perdrai jamais cette lucidité-là. Vous ne pouvez pas être bon à cette place-là si vous êtes complètement en déphasage total avec ce que les gens vivent. Vous disiez aux Parisiens plus récemment, on parle à des gens d'horizons très variés. Cela passe par ce que je dis comme par ce que je porte. Il ne faut que personne, un motif ou un vêtement déstructuré peut prendre le pas sur un message qu'on doit délivrer. En quoi c'est important, la forme et la manière dont vous vous habillez pour présenter le JT ? Alors, il est hors de question, par exemple, de porter du rouge un jour où il y a un accident de gare avec 50 morts. Enfin, on fait très attention à être habillé en phase avec l'actualité qu'on va présenter. C'est-à-dire que quand l'actualité est assez légère, qu'il fait beau dehors, etc., je vais mettre davantage de couleurs que quand vous vous adressez, par exemple, à un Premier ministre qui vient sur votre plateau, où vous avez besoin de plus de solennité, ou au contraire, là, on va être plutôt en veste, etc. Mais c'est comme dans la vie, en fait. Vous n'allez pas à un rendez-vous de travail comme vous allez à un dîner entre amis. On s'adapte aussi à l'ère du temps. Moi, quand je parle aux gens, je parle sur des durées qui sont très courtes, de 25 secondes, pour lancer les reportages. Si pendant ces 25 secondes-là, les gens se disent « Oh, t'as vu, sa robe, elle est bizarre, il y a un pli, et puis alors, l'espèce de nœud, là, il est déstructuré, là. » Ils vont pas m'écouter. C'est comme si vous avez une mèche comme ça, évidemment, ça va attirer l'attention des téléspectateurs, ça va les empêcher d'entendre ce que vous dites. Des téléspectateurs m'ont dit « Vous savez, à la première seconde à laquelle je vous vois à la télévision après le générique, je sais qu'il s'est passé un truc grave ou je sais si au contraire l'actualité est plus légère. » Et je pense qu'on imprime quelque chose dans notre façon de sourire aussi. Mon sourire, il n'est pas le même tous les soirs parce que je vais préparer les téléspectateurs à ce qu'ils vont entendre. Et je crois que c'est mon obsession, moi, dans la vie, dans ma vie de présentatrice, c'est d'avoir le ton juste. C'est quelque chose que vous aviez en vous déjà à l'époque où vous étiez grand reporter ou que vous avez appris ? Non, alors je pense que la sobriété, ça a toujours été une valeur cardinale pour moi. Après, la garde-robe, si c'est de ça dont vous parlez, non, je ne l'avais pas. J'ai dû la constituer de A à Z. Quand vous partez sur le terrain, rien de ce que vous avez dans votre garde-robe ne convient à un studio télé. Vous êtes quand même tenu, pour une question de respect vis-à-vis des téléspectateurs, d'être habillé de façon très classique mais très correcte. J'ai envie
renvoyer aux téléspectateurs l'idée que j'ai pris soin de m'habiller. Quand on est invité chez les gens, on s'habille bien. Est-ce que vous avez sollicité ou reçu des conseils, par exemple de Claire Chazal ou de Patrick Poivre d'Arvor, qui étaient pendant des années à la place que vous occupez? J'ai souvent des nouvelles de Claire Chazal parce qu'il se trouve que mon rédacteur en chef est très ami avec elle et que du coup ils échangent beaucoup parce que c'était son rédacteur en chef avant de devenir le mien. Je sais ce qu'elle pense de nos journaux. Moi je m'inspire de toute façon beaucoup d'elle. Vous savez, quand j'ai hérité de ce fauteuil-là, j'étais déjà sa remplaçante. Et je me suis toujours dit que j'avais évidemment ma personnalité, que c'était pas du tout celle de Claire Chazal, qu'on était très différentes, mais qu'on avait la responsabilité du même journal. Quand j'ai été choisie comme sa remplaçante, elle a eu son mot à dire. Et je pense que ça a facilité grandement la succession, parce que les téléspectateurs ont vu que j'étais pas dans la rupture. Et j'estimais que cet héritage-là, c'était un héritage précieux. Cette patte qu'elle avait en termes de culture, le fait d'ouvrir vraiment des horizons très différents sur les fins de journaux, on l'a vraiment préservé. Et elle vous l'a fait savoir? Oui. Enfin, elle me l'a fait savoir. Déjà, on s'est revus, pas très souvent, mais on s'est revus. Et elle m'avait donné un conseil que j'ai gardé en tête et que je garde en tête tout le temps et que je donnerai peut-être à la personne qui me remplacera un jour. C'est reste toi-même. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Rester soi-même, c'est sans doute ce qui est le plus compliqué à la télévision. Et j'ai beaucoup souffert, moi, au départ, quand on est... Enfin, moi, j'étais pas une présentatrice de tout temps. J'étais avant tout une reporter. J'avais pas du tout l'idée de devenir présentatrice quand je suis rentrée à l'école de journalisme il y a 20 ans. Et donc, j'ai dû apprendre, effectivement, à me débarrasser de tout ce stress, de toutes ces choses artificielles pour en faire une force et redevenir moi-même. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup avec les mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parle de plus en plus avec les mains parce que ça veut dire que je me sens de mieux en mieux sur le plateau de télévision. C'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné et je le cultive tous les jours. Et vous vous voyez rester longtemps à votre place? J'ai à peine l'impression au bout de 5 ans d'avoir atteint un niveau satisfaisant en fait. C'est pas un métier qu'on peut faire quelques années et puis repartir. Oui, j'espère que je suis là encore pour longtemps.